Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce jeudi 12 janvier 2022. À la une ce soir, l'interdiction d'exporter les bois sous forme de grumes dont la zone CEMAC tarde à être appliquée au Cameroun. Contrairement au Gabon et au Congo, le pays de Paul Biya roule encore sur la voie de la réflexion. Notre cahier rétro ouvre la page sport. L'actualité a été marquée, entre autres, par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations intercamerounaise et la participation des Lions indomptables au Mondial 2022. Analyse à suivre du chef service des sports de Canal 2 dans ce journal. Et dans notre page vie au quotidien, on ira à l'Est découvrir le car Saviem, cet engin à 4 roues efficace pour les longs trajets qui fait de la résistance. Voilà pour les titres. Un projet d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs est en cours de matérialisation. Le but est de remédier aux pénuries, véritable problème social. La station Natigal est le cœur de ce circuit d'approvisionnement. Comment les populations accueillent cette nouvelle? On voit cela dans cet élément de Joël Diom 3 et Michel Foucault. L'eau potable, qui a tant manqué aux populations de Yaoundé et ses environs ces dernières années, ne sera bientôt plus qu'un lointain cauchemar si l'on s'en tient à l'annonce du ministre de l'Eau et de l'Énergie faite hier au terme de la visite effectuée sur les différents chantiers d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. Je puis donc ici dire au regard de ce que nous avons constaté sur le terrain qu'en 2023, Yaoundé recevra l'eau de Bachenga. La solution viendrait alors du fleuve le plus long du Cameroun, la Sanaga, dont une partie de son débit va parvenir aux ménages à travers leur robinet courant 2023. Ce jeudi 12 janvier, à travers les rues ensoleillées de la capitale politique, la promesse gouvernementale fait des heureux. C'est une bonne nouvelle. Si déjà les populations de Yaoundé et ses environs peuvent avoir de l'eau potable, ça serait une très bonne chose parce que l'eau c'est la vie. Avoir de l'eau potable à boire dans les robinets à Yaoundé et qu'il en reste pour se laver, certains sont sceptiques. Nous ne croyons plus à ce que le gouvernement nous dit, donc nous attendons les preuves sur le terrain. Non, je ne parle pas, aucune idée. Pour les autres, la réalisation de la promesse du ministre de l'Eau et de l'Énergie permettrait de recueillir quelques litres de confiance à l'actif du gouvernement. On aimerait vraiment que ces belles promesses-là soient suivies de réalisation. Ça donnera confiance aux personnes. D'ici quelques mois, les populations de Yaoundé et ses environs pourraient chanter comme le petit Kirikou. L'eau est là, pourquoi pas? Et des enfants miraculés d'un incendie déclaré au quartier Niom ce jour dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, témoins du départ du feu à l'intérieur de leur maison. Ils ont pu être sauvés de justesse par leur tante. Une fois de plus, Joël Diom 3 et Michel Foucault. 4 enfants et un bébé, tous sortis sains et saufs de la maison en feu grâce à leur tata Alice, ici en opération sauvetage. Cet épais nuage de fumée qui s'échappe de leur bâtiment est un signe annonciateur d'un départ de feu bien nourri. Nous sommes au quartier Niom, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Alice, encore dans la panique, raconte son acte de bravoure. Pendant que mon neveu s'y dormait, les autres étaient dedans. Quand on m'appelle alors, Alice au secours. Moi je me lève donc j'arrête l'appel. Je viens chez ma soeur là devant sa porte. Je constate alors, je vois le canapé qui était déjà en train de brûler. Le feu n'avait pas encore pris les autres chambres. Quand il sort comme ça, il a donc tiré tous les enfants là. Nous sommes donc sortis par ici. Une fois les enfants à l'abri, elle va pousser des cris de détresse pour indiquer les objets pouvant amplifier l'incendie. Heureusement, ces prières sont exaucées. Le voisinage sort la bouteille à gaz et tente de sauver tout ce qui peut l'être sous le regard des curieux qui assistent impuissants au spectacle désolant.
Au moment où nous quittions les lieux, les populations tentaient de joindre les sapeurs-pompiers au 118, mais aucune perte en vie humaine n'était à déplorer. L'idée commune de la sous-région Afrique centrale d'interdire l'exportation du bois sous forme de grumes reste une quête au Cameroun. Et si le Gabon y est depuis quelques années et le Congo depuis le début de cette année 2023, le Cameroun, lui, cherche encore à réunir les préalables. Les acteurs réunis à Yaoundé hier cherchent les voies et moyens pour y arriver dans les secrets du blocus de cette mesure sous-régionale au Cameroun. Voici le reportage d'Arnaud Guéfec. Quelles sont les recommandations? Ça parle et ça débat. 4 parties dans ce front d'idées. Société civile, gouvernement, exploitants forestiers, petites et moyennes entreprises. Argument contre argument, on explore ensemble les possibilités d'interdiction de l'exportation du bois sous forme de grumes. Certains nous disent nous sommes prêts et on aurait dû prendre la mesure maintenant parce que nous sommes prêts. C'est notamment les PME qui disent on a les capacités de transformation en place. On écoute également les exploitants forestiers dire c'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Dans ce jeu de responsabilité partagée, les exploitants forestiers sont au pas décisif, mais en relation collée serrée avec le gouvernement. Nous ne pouvons que suivre le processus de l'administration. Le gouvernement a tout à fait le soutien des exploitants. Le gouvernement, lui, opte pour une stratégie douce, agir selon les signes du temps. Une interdiction partielle déjà actée. 28 essences sont interdites d'exportation sous forme de grumes. Et avec la démarche optée par le gouvernement camerounais, progressivement, le reste des essences qui continuent à être exportées sous forme de grumes vont être retirées progressivement. La société civile, par cette concertation organisée à Yaoundé, exprime le vœu d'une après-interdiction favorable à l'industrie locale. On voudrait qu'il y ait de la main-d'œuvre qui se spécialise déjà et on voudrait également que le bois vraiment soit valorisé dans la chaîne des valeurs de transformation. Le Gabon a interdit l'exportation des grumes depuis quelques années et le Congo y est depuis le début de cette année. Et dans la page de notre cahier rétro, 2022 aura été une année importante sportivement pour le Cameroun. En effet, le pays de Roger Mila a abrité pour la 2e fois la Coupe d'Afrique des Nations de football et a participé pour la 8e fois à la Coupe du Monde de football. À travers les stades du monde entier, l'hymne national a retenti et le drapeau du Cameroun flotté à plusieurs reprises grâce aux exploits des talents sportifs camerounais. Kaléidoscope des faits majeurs de l'actu sportive au Cameroun en 2022 avec Daniel Anissé. Le martyr sur leur propre piste, gagner une étape du Tour du Cameroun ou du Grand Prix Chantal Biya devient rarissime. Décrocher le maillot jaune relève du miracle. En octobre, les Lions de Rubis à 13 sont arrivés au Ghana quelques heures seulement avant le premier match de CAN, faute de moyens et pire, en infériorité numérique. La scène pathétique n'a presque ému personne. Toujours cette année, les Lions de Hand ont multiplié les directs et tenté des grèves. En vain, les primes réclamées sont restées lettres mortes, malgré leur finale de CAN à Dakar. Enfin, en 2022, la plupart des boxeurs partis aux Jeux du Commonwealth ne sont pas rentrés. Une énième fugue passée sous silence. Le sport va mal, il faut être aveugle, Alain Ghislain Kanga, pour ne pas le voir. Et on voit bien qu'il y a un gap entre les autres disciplines et celui du football. Et quelles sont les solutions pour réduire ce gap et de permettre à ces athlètes de vivre décemment? Alain Ghislain, il faut rapidement repenser le mouvement sportif au Cameroun. Peut-être même tenter d'en faire une industrie. Mais le premier chantier du ministre des Sports sera celui de désamorcer la bombe électorale en cours dans plusieurs fédérations. Le volleyball, le Nambudo, la lutte, coincée entre deux feux pour le moment. Deuxième chantier,
celui des infrastructures. Il est incontournable. Les sports en salle ont besoin de gymnases. Les athlètes ont soif de moyens, des moyens pour participer de façon honorable aux compétitions internationales. En 2023, on rêve de voir le patron des sports participer régulièrement aux compétitions de taekwondo, de nihon taijutsu, de tchoukbal. On rêve de voir les haltérophiles et les judokas voyager en vol spécial, comme les footballeurs, et les tennismen bénéficier de préparations optimales, comme les Lions à prime récemment. Nous sommes à la veille des Jeux Olympiques de Paris, et pour tenter de rééditer les exploits de 2000, avec le foot, 2004 et 2008, il faut se bouger dès maintenant. Offrir de la lumière au sport dit mineur, ou à défaut, ressusciter le rêve. Il faut passer par là pour espérer que 2023 soit meilleur que 2022. On espère effectivement ressusciter le rêve. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Et l'ECAM va diriger le scrutin au sein de l'Ordre national des médecins. Annonce du ministre de la Santé publique ce jour au terme d'une concertation avec 2 des candidats au poste de président. Et nous irons sur l'autoroute Kribi-Lolabé découvrir le visage du trafic depuis sa mise en service. Et puis, direction la région de l'Est, nos reporters ont pris la route pour vous faire découvrir les prouesses du car Saviem, un véhicule à l'épreuve du temps. Du nouveau dans le processus électoral de la nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre national des médecins. L'élection sera organisée par Elections Cameroun pour plus de transparence. L'une des résolutions de la concertation de ce jour entre le ministre de la Santé publique et les candidats au poste de président de l'Ordre. Les précisions avec Karel Mezatchatuya et Constant Kamgar. Cette décision de la tutelle fait suite à l'échec enregistré lors de l'Assemblée générale élective du 29 décembre 2022, finalement reportée au 18 janvier 2023. Pour éviter que l'histoire ne se répète, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun et l'ECAM entre en jeu. Sa technicité sollicitée pour plus d'inclusion et transparence dans le processus électoral. Dixit Manaouda Malachi. Le gouvernement a besoin d'un ordre fort, un ordre qui puisse lui donner, n'est-ce pas, des conseils sur un ensemble de questions ou des questionnements, des problématiques qui relèvent de la santé. Mise au point du patron de la santé publique au Cameroun. Mais cette approche ne rencontre pas l'approbation de l'un des candidats au poste de président de l'Ordre. Pierre-Yves Basson, puisqu'il s'agit de lui, estime qu'elle met à l'écart un nombre important de votants. Parce que sur près de 12 000 médecins, autorisés seulement 1 500 de participer au vote, c'est inacceptable. Emmanuel Noël Essomba, lui aussi candidat, perçoit en la méthode du représentant du gouvernement un gentleman agreement, surtout que de son point de vue, les médecins fonctionnaires sont désormais plus présents que par le passé. Les absents, c'est les anciens de l'ordre qui pensaient, lorsqu'ils arrivaient le 29, qu'ils allaient passer comme à l'accoutumée avec 300 électeurs. 2 candidats en course pour le fauteuil présidentiel sur 7 présents à cette concertation avec Manaouda Malachi. Elle intervient en prélude à l'Assemblée générale extraordinaire élective prévue dans 6 jours. Et le Conseil régional du Centre tenait ce jeudi sa 3e session ordinaire du titre de l'année 2022. Les travaux lancés par Gilbert Timiévouna visent l'examen et l'adoption du budget 2023. Une enveloppe qui pourrait être revue à la hausse. Delphine Fonkoutene et Raoul Ngofo. En 2023, le Conseil régional du Centre souhaite renforcer l'offre en services sociaux de base de la région. Les projets à réaliser, déjà identifiés. Les routes en terre peuvent être carrossables. Je crois que nos paysans ne demandent pas mieux. En toute saison, si ça peut être carrossable. Que les différents départements soient connectables au niveau du centre. Au partir du Limbame, Numbame, Kim, Nyon et Kele, Nyon et So, Ce n'est pas tout. Au cours de cette année également, l'instance que dirige Gilbert Timiévouna entend poursuivre avec la mise en place de l'administration régionale. Il y a la base qu'il faut construire à Fameux. Si on peut commencer, bon, on a commencé à acheter les engins. Il faut bien qu'on intervienne sur le terrain. Il y a la santé,
vers l'éducation. On est sollicité, mais pour le moment, c'est les banques qui font défaut. Le projet de budget s'équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 4 milliards 21 millions de francs CFA. Une enveloppe en examen avant son adoption au cours des travaux de ce 12 janvier, consacrée à la 3e session ordinaire du Conseil régional du Centre, au titre de l'exercice 2022. Et la banane plantain sera bientôt à l'honneur. Une fête nationale éponyme aura lieu cette année dans la ville de Buea. Tous les producteurs des 10 régions du pays seront de la partie. Et en prélude à cet événement, le président de l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain est allé à la rencontre des membres du Conseil régional du littoral. Les détails avec Lesline Poumetia et Henri Tina. Il faut désormais compter sur le Conseil régional pour booster la production nationale de la banane plantain. Les membres ont été séduits par le plan d'action de l'Association des acteurs de la filière lors d'une rencontre mercredi dans la ville de Douala. La banane plantain, ça apparaît pour nous, pour les pays africains, pour les pays comme le Cameroun, une opportunité à saisir pour que on puisse nourrir la population et qu'on puisse produire les dérivés du plantain. Une invite prise au sérieux par le Conseil régional, engagé à apporter sa contribution à la réussite de ce projet. Un projet bénéfique pour tous les acteurs de la filière, mais surtout pour l'économie nationale. On est venu proposer au Conseil régional du littoral un partenariat gagnant-gagnant. Promotion de la filière banane plantain contre création de richesses, création d'emplois pour sa population et tourisme. Après Douala, ils ont pris la direction de Buea pour effectuer les derniers réglages de la 2e édition de la fête nationale de la banane plantain prévue en 2023. Et partir de Kribi pour l'Olabé via le port autonome, le gain de temps est bien perceptible depuis l'ouverture de l'autoroute qui sépare les deux localités. L'infrastructure est une curiosité pour les visiteurs. La célérité est visible dans les échanges commerciaux. Voici le récit de David Sandios sur les images de Moussatako. Parti du centre urbain de Kribi pour le port autonome de cette localité, ça roule désormais. L'autoroute Kribi-Lolabé permet la fluidité du trafic. Par le passé, la circulation était difficile parce qu'il fallait passer par le centre-ville. Aujourd'hui, on a la propriété de l'autoroute qui va directement au port et ça fait que la circulation est plus fluide. L'autoroute Kribi-Lolabé, l'un des projets connexes au port autonome de Kribi, dessert la place portuaire au grand plaisir des usagers. Avant, avec tous les nombreux contrôles qu'il y avait de l'entrée de Kribi jusqu'au port, on pouvait facilement faire 1 heure de temps pour arriver à Kribi et atteindre le port. Aujourd'hui, à l'autoroute, facilement en 20-25 minutes, tu es au port. L'adage bien connu, là où la route passe, le développement suit. Les populations riveraines voient en cette infrastructure une véritable panacée, même si la question des indemnisations persiste. Ce qui est constate sur les deux voies est que en passant par l'autoroute, c'est rapide. Malgré que le péage est cher, mais en passant par l'autoroute, c'est rapide. Si on pouvait modifier le péage, ça pourrait être passable, il n'y a que ça. Mais en passant par l'autoroute, c'est rapide. Que nous qui sommes autochtones, nos terrains qu'on a pris, on attend nos pays dans la tombe. Finalement, on ne comprend pas le Cameroun. Où on va en avant, où on rentre en arrière. Et si ça roule sur la voie, quelques automobilistes se plaignent de l'absence des aires de repos. Et sur nos routes, ils ont toujours la côte à l'est, comme dans une partie de la Damawa et du centre. Les cars Saviem font de la résistance, carrosserie vieillissante, souvent adaptée pour effectuer de longs trajets. La Saviem demeure percutante sur les tronçons non bitumés. Canal 2 l'a emprunté à Batouri pour rallier Yokadouma. Allons à la découverte d'un des anciens moyens de déplacement terrestre avec Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Les routes difficiles ne sont pas un obstacle pour cette marque française née en 1955. La Saviem, c'est
une matière, vraiment une voiture qui est solide, qui est française, qui est signée uniquement pour le transport sur la terre nue. À bord de cette Saviem à l'Est, Abdouraf est au volant depuis une dizaine d'années. Son véhicule prend 18 places. Ce jour, il y en a 28, partant de Batouri pour Yokadouma. Difficiles épreuves pendant le voyage. De temps à autre, les moyens techniques du car lâchent. Il n'y a que la Saviem qui peut se porter sur la route, la terre nue là. On rencontre beaucoup de difficultés. Il n'y a pas les pièces sont rares plutôt, pas qu'il n'y en a pas. C'est rare. Il faut s'armer de patience durant le trajet. La carrosserie ploie sous le poids de l'âge. Aujourd'hui, la lanière élastique y est adaptée pour soutenir la voiture. Le car Saviem est comme un label de prospérité et un modèle de sérénité dans la région de l'Est. Donc c'est un engin qui a sa place pour l'instant. Avec la Saviem à la sol nue, on est à l'aise jusqu'à quittant de Bertha jusqu'à Molondo. Une décennie de résistance sur nos routes, créée par la fusion des sociétés Latil, Renault et Somia en Europe. Oui, ça fait 20 ans que c'est dans la Saviem. C'est la voiture de la Terre. Ce sont les meilleures voitures de l'Est. L'Est a connu les tout premiers cars Saviem grâce à l'homme d'affaires Arabo. Et le reste de l'actualité à l'étranger avec Lille Piediou, Calvin Tekam dans Escalmande. La CEDEAO est là pour accompagner tous les pays qui sont en transition. Précision faite par le président bissau-guinéen, président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. On sait le problème, quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Et aujourd'hui, encore après nos échanges, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent au Burkina. On va voir comment dans les médias soutenir Burkina dans les choses que Burkina a besoin dans les médias. Omao Sissoko Mbalo se rend à Ouagadougou pour s'enquérir du processus de mise en œuvre de la transition en cours au Burkina Faso et apporter son soutien à ce pays en proie à la violence djihadiste. Le Parti des démocrates au Bénin conteste les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome et exige que soit rétablie la vérité des urnes. En proclamant les résultats provisoires ce jour, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a attribué 28 sièges à notre parti, provoquant ainsi notre surprise et naturellement notre désaccord. Le Parti des démocrates rejette ce verdict. Le camp du président Patrice Talon a remporté les législatives marquées par le retour de l'opposition au Parlement après 4 ans d'absence, selon les résultats provisoires donnés mercredi par la Sénat. Philippe Diallo assure l'intérim à la tête de la Fédération française de football. Intérim survenu après la mise en retrait de Noël Le Graët. L'intérim de Diallo doit durer jusqu'au COMEX, suivant la publication du rapport d'audit sur le fonctionnement de la Fédération française de football, commandé par la ministre des Sports, Amélie Castera. Pendant ce temps, dans les rues de Guingamp, où Noël Le Graët a été maire pendant près de 15 ans, les habitants apparaissent gênés face au procès fait à Le Graët. D'un point de vue économique, déjà, je pense qu'il a fait plein de bonnes choses pour le club. Il a réussi à négocier pas mal de bonnes choses au niveau des transferts, tout ça. Et après, il a su gérer aussi l'entraîneur et compagnie. Pour Didier Deschamps, c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui. Noël Le Graët s'en est pris ouvertement à Zinedine Zidane en expliquant que si le champion du monde de 98 l'avait joint au téléphone pour la succession de Deschamps, il ne lui aurait pas répondu
ou encore qu'il n'en avait rien à secouer si Zidane finissait par prendre les rênes de la sélection brésilienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas les autres rendez-vous avec l'information, le 13h présenté par Monique Naoussi et Henri Kédian, le 15h30 Écho des régions et le 18h15 présenté par Henri Kédian. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.